Bienvenue sur We IT Capable, cet espace de dialogue qui part d'une conviction très simple mais radicale. Haïti n'est pas un problème à résoudre. C'est un pays en train de se réinventer maintenant par ceux qui y vivent. Nous ne sommes pas ici pour répéter ce que tout le monde dit déjà. Nous sommes ici pour montrer ce que personne ne voit. Les Haïtiens qui construisent, qui créent, qui avancent, sans permission, sans projecteur, sans attendre que le monde les remarque. Parce que voilà le défi. Nous avons souvent entendu parler d'Haïti à travers un seul prisme, un prisme qui met l'accent sur les défis. Et pendant ce temps, des milliers d'Haïtiens, des jeunes, des femmes, des entrepreneurs construisent un futur différent. Cela est fait discrètement, sans dépendre des narratifs médiatiques dominants. Nous vivons une époque paradoxale. Pendant que le PIB se contracte, la créativité explose. Pendant que les gangs contrôlent les rues, les innovateurs numériques créent des marchés. Voilà la tension de ce moment. Voilà ce qu'on ne raconte jamais. La vraie question n'est pas celle des experts qui mesurent l'inflation. Non, c'est celle que se posent les jeunes entrepreneurs, les femmes qui lancent des micro-entreprises, les innovateurs. Comment créer de la valeur quand tout semble arrêté? Et ils trouvent des réponses. Pas demain, maintenant. We IT Capable, c'est le refus d'une seule histoire. C'est un espace de dialogue où nous explorons les stratégies réelles, les acteurs invisibles, les possibilités ignorées. Où nous posons les vraies questions. Comment créer quand tout semble bloqué? Comment avancer quand les structures ne suivent pas? Comment transformer le potentiel en réalité? Aujourd'hui, nous recevons Etseremil, économiste haïtien, conférencier, professeur d'université et auteur du best-seller « Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, les 20 raisons qui le prouvent ». Un titre qui a choqué, qui a forcé les gens à penser différemment. Plus de 25 000 exemplaires vendus. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question du futur. Si Haïti a le potentiel, sa géographie, sa diaspora, son talent, sa jeunesse, pourquoi ça ne se matérialise pas? Comment on renverse ce scénario? Bienvenue sur We IT Capable. Bienvenue, Etseremil. Un plaisir. Merci de l'invitation. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Commençons avec une question d'actualité. Très récemment, le gouvernement vient de présenter un plan de relance et de transformation pour la période 2025-2030. Beaucoup d'institutions financières internationales, beaucoup de partenaires sont en train d'allouer des fonds. Je voudrais savoir quelles sont les perspectives. Est-ce que ces financements arrivent finalement vers l'Haïtien et l'Haïtienne dont ils ont plus besoin? Et quelles seraient aussi les recommandations pour que ça arrive justement aux plus pauvres? Très bien. D'abord, c'est une bonne chose qu'on peut, dans ce contexte, comment dire ça, mobiliser de l'intérêt sur Haïti, parce qu'il y a quand même des gens qui sont fatigués avec Haïti depuis très longtemps. C'est un très bon point. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même bien d'avoir quand même des gens qui sont intéressés à continuer à supporter. Mais c'est important aussi de faire l'évaluation pour dire que est-ce qu'on doit continuer à le faire comme on a l'habitude de le faire. Donc, pour moi, c'est important de réfléchir sur la meilleure manière à supporter financièrement les projets. Et l'une des choses que je dis toujours, c'est d'abord, il faut faire ce qui est plus opportun, parce qu'on n'a pas toutes les ressources du monde. Mais en même temps aussi, il faut faire ce qu'on pense qui peut avoir beaucoup plus d'impact. Parce que ça arrive déjà dans le passé qu'on mobilise beaucoup de ressources, mais on ne fait pas ce qu'on devrait faire, mais aussi les méthodologies, mais aussi l'impact, mais surtout la continuité. Parce que des fois, on peut faire une chose très intéressante, mais il n'y a pas de continuité pour s'assurer que ça peut être pérennisé. Mais ça joue sur la planification, ça joue sur l'exécution. La planification est fondamentale. Les deux. En d'autres termes, les ressources financières ne suffisent pas. Elles peuvent être énormes, très importantes, mais si on n'a pas cette machine qui absorbe les ressources, qui planifie, qui exécute les projets, donc pour moi, c'est important. Et c'est pour ça que je demande toujours aux partenaires, et ils le font, et de faire encore plus, la question de renforcement de capacité d'Haïti en matière d'absorption des ressources, mais aussi d'exécution,
des projets pour que justement on peut y avoir beaucoup plus d'efficacité et d'efficience aussi dans les ressources. Traduisez-moi cette parole magique, renforcement des capacités, pour que notre public comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Parce que ça veut tout dire, et de temps en temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Quels sont quelques éléments concrets quand lorsque vous parlez de renforcement des capacités? Laisse-moi prendre un exemple très simple. Si on donne $1,000 américains à un enfant, on est certain qu'il ne va pas faire de bonnes dépenses avec ça. Parce qu'il n'est pas suffisamment avisé pour savoir comment dire ça, allouer ses ressources pour avoir de l'impact. Et des fois, j'aime regarder ça là, sur les réseaux sociaux, on dit qu'on vous donne ça comme, et tu vas voir que l'enfant va dire qu'il va acheter des bonbons avec ça. Parce que c'est pas exactement ce qui serait la meilleure chose à faire. Donc, renforcer la capacité pour moi, c'est vraiment que cet enfant soit devenu un adulte. De la manière d'organiser, mais aussi de la manière dont tout est utilisé. Mais l'autre chose qui est importante pour moi, et j'insiste toujours, à chaque fois que je rencontre des partenaires comme toi, essayer d'être plus sur les capacités économiques davantage. Ça veut dire que on fait du social, c'est bien, parce qu'effectivement, on est en crise sociale, crise humanitaire, mais il faut bien comprendre que la crise humanitaire et sociale, mise à part de la sécurité, a une cause économique aussi. Parce que les gens n'ont pas d'emploi. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas manger. Donc, il faut mettre des ressources de plus en plus sur des à caractère de capacité économique, d'emploi, et aussi renforcer les institutions, comme on vient de le dire, dans leur capacité d'évaluer, d'exécuter, de planifier. Et pour moi, à ce moment-là, on pourrait avoir beaucoup plus de retombées positives et par rapport aux ressources, mais aussi que les ressources soient aussi décaissées à temps aussi. Des fois, il y a ce problème. On peut avoir des accords de dons ou de prêts, mais le rythme de décaissement, mais aussi lié avec la sécurité, toutes les certitudes, les changements gouvernementaux, qui quand même aussi, affectent tout le processus ou encore les impacts qu'on peut attendre de ces projets. Voilà. Je vais aller un peu à l'amont de notre conversation sur la planification et ensuite la mise en œuvre. Il y a un élément de vision économique. Et si on regarde certains pays voisins, sans les citer, ils ont trouvé un peu leur niche, basée sur cette vision. Certains misent sur plusieurs éléments, logistique, tourisme, incitation fiscale, des cultures anticycliques qui alimentent d'autres marchés qui ont d'autres rythmes, mines, zone franche naturellement. Quels seraient ces éléments si l'on regardait, sachant qu'Haïti a une position géostratégique unique? On peut dire à notre public que le trafic mondial passe en face d'Haïti et monte et descend depuis le canal de Panama. Exact. Une jeunesse, une pyramide d'âge qui est enviable. Si on regarde les pays européens, ils donneraient n'importe quoi pour avoir la même pyramide d'âge haïtienne. Une jeunesse créative qui se relance sur le numérique, et on va en parler, je sais que c'est un thème qui vous intéresse. Une diaspora qui quand même apporte 20% du PIB. Ce sont des atouts. Quels sont ces effets de levier, mais comment on peut alimenter cette vision? La vision économique aujourd'hui en Haïti, c'est quoi? Quels sont au moins quelques éléments de réflexion que vous pourriez donner? Tu as posé une excellente question, et moi j'insiste toujours sur ça. Parce que ce que les partenaires vont apporter pour toi, si tu n'as pas cette vision, tu ne pourras pas, avoir les vraies retombées de cette collaboration avec les partenaires. Et cette vision, moi, elle est très claire. Elle est axée sur, d'abord, l'intégration commerciale d'Haïti. Tu as parlé du canal de Panama, pour moi, qui est fondamental. Avec, comme tu as dit, près d'un tiers des conteneurs, peut-être 40% des conteneurs passent à travers. Juste en face ici. Juste en face. Exactement. Et pour aller en Europe ou en Amérique du Nord, et l'inverse aussi, pour aller en Asie. Et on est là, dans cette position centrale de la Caraïbe, et on n'a toujours pas été un acteur dans le commerce régional. Je ne parle même pas mondial. Mais il y a plus que ça, que peut-être tu as omis de mentionner, c'est toutes les préférences commerciales dont Haïti bénéficie. Depuis 2000, on a le CBTPA avec les États-Unis qui autorise les produits haïtiens d'être exportés vers les États-Unis sans droit de douane. Et qui est peut-être en passe d'être renouvelé à ce moment. Donc ça veut dire que au-delà de cette jeunesse qui est à la fois nombreuse, mais aussi, tu peux même dire, entrepreneuriale de sa façon d'être. Nous sommes totalement d'accord. Et on n'a toujours pas ça. Et cette vision-là, elle doit être définie
Et à ce moment-là, tout ce qu'on va faire après, en termes de collaboration, de partenariat, d'investissement et de projet, va être calqué sur ça. Et cette vision-là, je pense que c'est peut-être la pièce manquante et qui est centrale. Et ça va pratiquement déterminer tout ce qui va suivre après. Et moi, dans mon approche, la question de l'intégration commerciale est fondamentale pour remettre Haïti sur la carte, encore pour mettre Haïti sur la carte d'échanges au niveau commercial. Et quand tu es dans les échanges export-import, ça va dire aussi qu'il faut des investissements étrangers, ça va dire qu'il faut des infrastructures, ça va dire aussi qu'il faut toute l'administration publique au service de l'entreprise, et la justice, la sécurité, tout et tout. Donc pour moi, c'est important d'avoir cette vision économique axée sur l'ouverture de l'économie, parce qu'il n'y a pas moyen non seulement de financer les infrastructures avec le budget qu'on a, il faut de toute façon qu'on s'ouvre sur le monde, mais aussi le commerce également, parce que on est dans un marché caribéen qui ne produit pas suffisamment de produits agricoles ou agroalimentaires, pendant que nous, on a toute la capacité. Donc, il faut vraiment définir pour moi cette vision et pour pouvoir bénéficier de ces atouts dont tu as mentionné tout à l'heure. Mais donc, restons un peu dans ce positionnement basé sur une vision. Quels sont, dans une économie globalisée, ou même, en parlant d'une économie régionale, il y a un élément de compétitivité. Les autres pays ont trouvé leur petite niche, ou des grandes niches. Quels sont quels éléments de niche, justement, pour Haïti? Quels sont Et on connaît certains secteurs qui se répètent. Y a-t-il d'autres éléments? On parle du numérique. Est-ce que cela pourrait être une niche? Oui. Mais je voudrais justement voir quelles sont les potentialités niches où Haïti pourrait aussi avoir un effet de levier et se positionner. On a déjà un secteur, le secteur de l'assemblage, qui existe déjà et qui d'abord a une capacité d'absorption en termes d'emploi énorme. Mais malheureusement, ça fait quand même plus de 50 ans, on n'a toujours pas été dans un autre niveau d'assemblage avec plus grande valeur ajoutée, etc., etc. Donc pour moi, il faut quand même travailler pour faire le saut, pour attirer un autre niveau d'investissement dans l'assemblage, quand même, qui peut être fait mieux que le textile. Mais ça, c'est un. Deuxièmement, tu as un gros potentiel en matière d'agroalimentaire. Okay. Non seulement parce que vous avez déjà un marché qui peut consommer plus de 1,5 milliard de dollars américains de produits agricoles en Haïti. C'est-à-dire que ton marché, c'est déjà un marché important. Donc, et en plus, on a déjà beaucoup d'entreprises, je ne vais pas dire beaucoup, mais plusieurs entreprises en Haïti qui sont déjà dans l'agroalimentaire, qui travaillent à Port-au-Prince et dans les autres villes de province. Et qui peut-être ont besoin d'un encadrement ou encore d'un meilleur climat pour faire plus, pour doubler, tripler les investissements. Ce sera non seulement une façon de réduire un certain nombre d'importations agroalimentaires, mais aussi de créer des emplois et même exporter. Parce que moi-même, je ne regarde pas nécessairement le grand marché mondial, je regarde d'abord le marché caribéen. Haïti, dans la CARICOM, c'est quand même 61% de la population de la CARICOM. Mais ça veut dire que dans la CARICOM, on a quand même beaucoup de gens, mais c'est plus que ça. Parce qu'ils ont la capacité aussi d'attirer 20 millions de touristes. Donc, c'est leur population, plus 20 millions de touristes, plus nous-mêmes avec presque 12 millions de personnes. Donc, on a un marché. Et on oublie, dans la CARICOM, on bénéficie naturellement tous les avantages en matière de commerce et d'échange, de tarifs, etc., etc., etc. Donc, pour moi, ça devrait être, la question de l'assemblage, qu'on est déjà là-dedans, mais quand même faire plus. Et deuxièmement, c'est l'agroalimentaire. Même troisièmement, serait le numérique. On va y parler de ça. Oui, on va peut-être y revenir. Et maintenant, le tourisme est bien, mais dépend beaucoup trop du climat sécuritaire. Il faut quand même qu'on arrive à faire des progrès. Bien évidemment, les autres villes qui ne sont pas totalement touchées par la sécurité peuvent toujours exploiter cette filière. Et aussi, il faut parler de la construction aussi. La construction, c'est quand même 10% du PIB dominicain. Mais en Haïti, on a une population, il y a un besoin aussi de logement, de construction, de tout et tout, hein, et même de travaux publics. Donc, ça veut dire qu'on a un besoin énorme. Donc, quelque part, ça demande une réflexion, ça demande qu'il y ait des développeurs, ça demande qu'il y ait des changements au niveau des lois pour vraiment booster ce secteur, mais aussi du financement aussi à allouer à ce secteur et qu'il y a une capacité énorme, non seulement de génération d'emplois dans le secteur de la construction, parce que, écoute, il y a presque 150 à 200 000 Haïtiens qui sont dans la construction en République dominicaine.
C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais pourquoi ils vont là-bas, ils restent pas ici? Parce qu'il n'y a pas d'emploi, d'opportunités économiques. Donc, pour moi, ces différents secteurs constituent des secteurs assez intéressants. Mais ça demande non seulement du financement pour les booster, mais aussi des certaines incitations fiscales. Tu as parlé de ça tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, écoute, la fiscalité, je le dis souvent, n'a pas uniquement la fonction de recette pour que la douane et la DGI puissent collecter des taxes, pour les revenus pour l'État. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette fonction économique? Comment arriver à organiser, formuler la politique fiscale pour que ça puisse booster les secteurs ciblés? Comme un élément d'incentif à l'investissement. Absolument. Ouais. Et c'est comme ça a été fait dans tous les pays d'Asie que je connais. Et la question de la fiscalité est fondamentale dans la création du climat. Et même après tellement de temps, il y a des gens qui sont venus ici, des milliardaires, des millionnaires, et qui écoutent à chaque fois, qui disent même, c'est même pas la question de sécurité qui les embête. C'est surtout toute cette question-là au niveau de taxes, de juridique, qui sont tellement pas claires et tellement pas pro-business qui quand même bloquent et découragent les investissements. Donc on a vraiment une réflexion sur les traités commerciaux, le cadre légal. Ouais. Cette conversation est les questions fiscales. Aussi, un élément, la transparence de la dépense publique, qui est un élément. Comment on fait en sorte qu'on crée cet environnement qui soit favorable justement au commerce, à l'investissement, qui redonne confiance? Parce qu'on sait que l'investissement, avant tout, c'est un élément de perception. Et la perception, c'est aujourd'hui, Haïti est associé à certaines réalités qui sont compliquées. Violence. Comment on retourne à un autre narratif et on parle, oui, Haïti est capable en termes d'économie, oui, Haïti est capable quand une terre fertile pourrait être investie? C'est à la fois du concret et de la communication. Les deux. Si tu fais pas de concret, tu ne veux pas bluffer les gens. Mais si tu fais quelque chose, il faut arriver à le communiquer pour un peu créer un peu de mitigation au niveau de la perception qu'on crée autour d'Haïti. Mais je pense que j'ai comme l'impression qu'on ne sort jamais de la crise dans la pensée. Quand tu vois l'État haïtien, tout le monde, c'est comme si on est toujours dans la crise. Donc on ne prend pas du temps pour réfléchir sur le structurel et sur l'avenir. Et pour moi, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour voir les opportunités et comment réfléchir sur l'avenir, comment réfléchir sur la construction d'Haïti. Et ça, peut-être, il faudra prendre du temps pour le faire. Des fois, sortir de cette crise qui nous entoure et qui nous habite. Pour dire que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en termes de création d'emplois? Comment on va créer des conditions pour les investissements dans ce pays? On va dire que, écoute, mais le pays n'est pas stable pour sécurité, mais on sait. Pendant qu'on travaille là-dessus, il faut de la sécurité. Parce qu'en même temps, il faut admettre aussi toute cette précarité au niveau de l'insécurité, même de tensions sociales et politiques aussi, est aussi liée à l'échec économique de ce pays, à ne pas pouvoir créer des emplois pour les gens. Donc, quelque part, si on met de la sécurité et on n'arrive pas à faire des progrès sur les objectifs socio-économiques, on est foutu. Et c'est pour ça, pour moi, il est fondamental. Et ceci, que pour les partenaires, mais pour l'État haïtien aussi, de vraiment, à un certain moment, c'est comme si on donne l'impression qu'on n'est pas dans une crise pour réfléchir sur autre chose. Et c'est ça, moi-même, j'appelle capacité économique, j'appelle investissement, j'appelle tout ça. Et aussi, dès que tu envoies des signaux, les gens qui sont des investisseurs partout, ils vont voir. Parce que tu as un avantage énorme, tu as une population. Aujourd'hui, la population, c'est un élément clé de la question économique aujourd'hui. On n'est plus sur Malthus, on est dans un autre monde où la population est un élément crucial en termes de consommation, capacité de travail, etc. Et on est là. Donc, je pense qu'il faut vraiment pousser cette réflexion, comme je disais tout à l'heure, pour, à un certain moment, sortir de la crise, pour voir et comment capitaliser sur les bonnes choses et exploiter les opportunités. Je vais sauter sur quelque chose que vous avez mentionné, de cet élément de réactif, du court terme, et qui ne permet pas justement de regarder, au moins rend la vision vers le futur et cette construction sur cette opportunité plus difficile. On a un processus électoral qui s'annonce. Et peut-être la perception, c'est que le processus électoral, c'est le jour où on met le vote. Mais on doit se rappeler qu'aussi, c'est un moment de débat, justement de discuter de cet Haïti que l'on veut,
avec différentes perspectives venant de différentes couleurs politiques. Est-ce que nous avons une opportunité aujourd'hui de parler plus d'économie, sachant que j'espère on aura une période de débat, de vision, qu'on va arriver sur l'Haïti qui promet, qui de s'insérer d'une autre façon dans l'économie. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce débat soit constructif et qu'on ait des offres programmatiques, notamment dans le thème économique, des partis qui auront l'ambition de gouverner? Je pense que la société civile a un rôle important dans ça. Pour exiger les gens qui sont intéressés à faire de la politique de parler de ces sujets d'importance. Les médias. Tu ne peux pas venir pendant 1 heure comme candidat pour raconter des histoires sans arriver à dire qu'est-ce que tu vas faire sur tel point, tel point, tel point, tel point. Donc pour moi, c'est fondamental. La société a une obligation. Les jeunes ont cette obligation d'exiger aux gens c'est quoi la vision, c'est quoi le plan, où est-ce que tu vas trouver les moyens pour faire ça. Et non pas juste raconter des histoires, faire des promesses creuses comme ça. Donc moi, je pense que la société a ce rôle de watchdog, non seulement pour veiller, mais aussi pour faire pression. Parce que malheureusement, les expériences qu'on a eues dans le passé sont des expériences où les gens viennent avec des cric-crac, c'est-à-dire que sans contenu, sans message, sans plan, sans vision, sans programme, et puis ça passe. Donc je pense qu'avec l'Internet, les yeux sont ouverts aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à être plus exigeant envers les gens et ça va leur contraindre justement de réfléchir. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir qui n'ont jamais réfléchi sur Haïti. C'est-à-dire que la personne est arrivée, sénateur, député, président, magistrat, n'importe où, n'a jamais pris le temps de réfléchir, mais qu'est-ce que je vais faire pour la santé publique? C'est quoi ma compréhension du sport? Politique culturelle veut dire quoi? Comment créer des emplois? Donc nous avons une opportunité avec en or. Cette séquence qui s'annonce. Absolument. Donc il faut pas disséquer agenda électoral, culture électorale, question électorale et ces histoires. Au contraire, il faut les intégrer dans le processus pour que justement les gens puissent pouvoir convaincre avec des choses, mais juste pas pour les convaincre, mais vraiment pour qu'on ait de vrais débats sur Haïti et sur les vrais enjeux. Parlons de femmes, qui représentent la grande majorité de la population avant tout, ou la majorité de la population, et qui aujourd'hui peut-être souffrent de certaines inégalités. En commençant par le revenu, pour ne pas parler d'autre chose. Quel rôle doivent-elles jouer? Comment on peut leur donner un appui supplémentaire pour qu'elles participent dans le débat, dans la proposition politique, dans l'économie. Il y a aussi une réflexion importante à avoir là-dessus. Quelles sont vos suggestions? Le combat des femmes en Haïti, c'est un combat qui a quand même connu beaucoup d'accomplissement, je peux dire. C'est-à-dire que quand tu regardes de 40, 50, 60, 70, 80, 2000, donc tu as vu qu'il y a quand même le combat, c'est payant. Les gens ont pu quand même arriver à des objectifs. Et c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, la démocratie qui arrive à donner beaucoup plus de place aux femmes, que ce soit dans les décisions politiques, mais aussi dans la gestion de la richesse, arrive à faire des progrès énormes. Il y a beaucoup d'études qui ont quand même déjà clarifié, conclu sur cette histoire-là. Et je pense qu'en Haïti, il faut faire tout. On a eu déjà la question de quotas pour les mairies. Donc je pense que ça, parce que là, c'est important de les avoir dans les positions de décision. Parce que si on veut être réaliste, si on est dans un parlement avec 29, la dernière fois c'était 28 hommes et une femme au Sénat. Je sais, des hommes peuvent toujours porter l'agenda des femmes. Mais quand les femmes ne sont pas présentes, il y a un manque à gagner. Et c'est pour ça que ces élections à venir, il est fondamental pour que la société puisse s'arranger pour que de plus en plus de femmes puissent occuper les espaces. Mais il y a des obstacles aussi qui les empêchent. Et l'un de ces obstacles, c'est surtout les conditions des campagnes, les violences qui sont associées aux élections. Il y a quand même beaucoup de peur. Mais aussi, il y a les femmes candidats aussi. Ils ne sont pas toujours intéressés. Ils ont peur des fois. Donc, il faut quand même créer de meilleures conditions pour pouvoir, comment dire ça, faciliter non seulement les femmes candidats et les femmes électeurs, pour s'assurer qu'on peut avoir une meilleure représentation au niveau politique. Mais c'est aussi la question économique.
Mais c'est aussi, il faut voir des signaux même au niveau du gouvernement, la façon qu'on articule le gouvernement, les rôles qu'on donne. Moi, je dis toujours que ça ne suffit pas d'avoir des femmes au gouvernement, mais aussi des femmes dans des postes clés. Donc, par exemple, la ministre de la Planification, c'est pas tous les jours qu'on a une ministre de la Planification qui est femme. C'est pas tous les jours qu'on a un ministre des Finances qui est femme. Elle a été ministre des Finances. C'est pas tous les jours qu'on a un ministre intérieur qui est femme. Intérieur, planification, affaires étrangères, des postes de grande influence au niveau de l'action gouvernementale. Et c'est comme ça, une fois que vous avez ça, et aussi au Parlement, vous avez des gens, ça va être naturel, l'agenda va être là. Et tout l'accompagnement que les femmes nécessitent, justement, que ce soit au niveau économique, pour le crédit, pour les avantages au niveau du salaire, comme tu as dit tout à l'heure, l'emploi, tout et tout, et même aussi par rapport aux violences et harcèlements qu'elles subissent tous les jours et justement qui, en grande partie, restent impunis parce qu'on a tout un système qui protège les gens qui ont les pratiques par rapport aux femmes. Et sans oublier aussi les violences qu'elles subissent au niveau des quartiers difficiles. Donc je pense que ça doit être un agenda national et non pas un agenda des femmes. Et c'est là qu'on doit arriver. Que ça doit être porté par des hommes et des femmes pour qu'on prenne ça au sérieux. Et c'est même pas une question d'humanité, mais c'est une question aussi d'économie et de gouvernance et d'efficacité. Parce que quand elles sont là, quand elles sont représentées, quand elles occupent les espaces, les études ont clairement démontré qu'on peut avoir des résultats plus intéressants sur l'économie et le social. Nous sommes totalement d'accord. Je pense qu'il y a des données empiriques. Empiriques, voilà. Et il ne faut même pas le prouver. Ouais. C'est du bon sens avant tout. Parlons de cette jeunesse en soi et revenons. Qu'est-ce qu'on fait pour retenir ce talent qui a toujours la tentation de regarder ailleurs, en dehors des frontières haïtiennes, pour des opportunités? Quel message on peut leur passer pour que, justement, ils croient qu'il y a des opportunités, qui, malgré les difficultés, il y a des actions qui peuvent être entreprises pour créer une entreprise, avoir un poste professionnel et que cette société puisse évoluer? Tu as l'éducation. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont à République dominicaine pour la formation universitaire. Parce que c'est peut-être des fois moins cher que les universités privées en Haïti. Les gens oublient ça. Donc, il faut quand même qu'il y ait une offre universitaire beaucoup plus large. Mais deuxièmement, c'est l'emploi. Mais troisièmement, c'est l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui va être l'huile dans cette question entrepreneuriale? C'est le financement. Donc, arriver à avoir une politique de l'emploi qui est sur à la fois l'emploi salarié, mais aussi sur l'entrepreneuriat à la fois, tu vois, avec deux angles. C'est déjà garantir une certaine, garantir que les gens vont pouvoir rester, mais aussi, pas seulement rester, mais s'épanouir aussi. C'est pas juste rester, mais s'épanouir. Et la quatrième chose devrait être les services. Avoir accès aux services. Parce que quand je visite, disons, les communes qui sont sur la frontière, et je comprends que les gens traversent la frontière parce qu'ils n'ont pas accès aux services. Donc ça veut dire que pour moi, la question du numérique, qu'on en a parlé tout à l'heure, peut être un vrai pont entre tout ça, dans l'emploi, dans l'entrepreneuriat, et même dans les services aussi. Le numérique rendra les services plus accessibles. Le numérique aussi, c'est aussi un outil pour créer des emplois. En fait, pour créer de l'entreprise, pour l'entrepreneuriat. Mais aussi, le numérique, c'est aussi un secteur qui, si on le développe, on va pouvoir absorber plus de gens. On parle de 150 à 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché chaque année. Pendant qu'on sait que l'économie ne crée pas autant d'emplois. Donc, il y a toujours cet écart qui se creuse entre l'offre et la demande de l'emploi. Donc, pour moi, tout à l'heure, on a parlé des différents secteurs d'activité, mais ce sont ces secteurs qui vont absorber les jeunes. Ces secteurs, quand tu as ça, ils vont absorber les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui vont en Dominicaine, c'est pour le call center. Mais qu'est-ce qui empêche à Haïti d'avoir les call centers pour desservir les entreprises étrangères comme on le fait dans d'autres pays? Les gens parlent français. Ouais. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup plus d'anglais que moi quand j'étais jeune. Sûr. Donc, tu vois, il y a quand même beaucoup d'atouts. Donc, mais aussi, ça doit dépendre aussi des infrastructures, électricité, meilleure qualité Internet. Donc, c'est tout un ensemble. Il faut agir, mais
il ne faut pas être ni pessimiste ni fataliste. Il faut croire que on peut continuer à faire des progrès sans être dans une situation idéale, mais progressivement offrir le minimum d'opportunités à ces jeunes pour pouvoir non seulement les garder, mais aussi pour les aider à s'épanouir. Je veux que vous parliez aux jeunes, ceux qui vous écoutent en ce moment. Et ils disent, Etzer-Emile est en train de parler de concept, fait des recommandations, mais pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous leur dites à un jeune qui, pour lui donner confiance et dire oui qu'il se lance, qui y croivent et qui ne pense pas simplement à passer la frontière? Je dis à un jeune qui me regarde aujourd'hui, qu'il a le potentiel, peut-être plus qu'il croit. Deuxièmement, Haïti a les opportunités. D'accord. Et non pas le mal seulement. Mais troisièmement, ce jeune aussi doit trouver d'autres jeunes, comme lui ou comme elle, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que les besoins sont là. Les offres ne sont pas suffisantes. Donc pour moi, il est fondamental de prendre du temps pour réfléchir, pour dire qu'est-ce qu'on fait avec sa vie, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à la communauté aussi. Qu'est-ce qu'on peut créer pour soi aussi. Parce que si tout le monde attend un emploi, il n'y aura pas d'emploi. C'est parce qu'il y a des gens qui ont refusé de chercher des emplois, qui ont créé, c'est pour ça qu'il y a des emplois. Tout le monde ne pourra pas travailler dans la fonction publique. Sur les 6 millions de populations actives, il faut que des emplois soient créés. Bien sûr. Et le numérique, c'est le dernier conseil. Le numérique, c'est cet outil-là aujourd'hui qui est révolutionnaire, où on peut tout faire, tout apprendre, pratiquement tout produire, et même créer de la valeur et de la richesse à travers ça. Et je connais des gens qui sont dans les villes de province, qui sont très jeunes, moins de 20 ans, et aujourd'hui qui commencent à bien exploiter ça et à créer toute une dynamique autour de ça. Ça peut être vente en ligne, ça peut être créateur de contenu, ça peut être n'importe quoi, et même du service aussi à travers l'Internet. Donc, il faut vraiment sortir du fatalisme, je suis pas chanceux, etc., blablabla. Mais il faut aussi voir dans les défis, qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunité et comment on peut les exploiter. Donc, c'est pour ça que je veux des jeunes positifs, des jeunes optimistes, mais des jeunes aussi créateurs qui veulent prendre du temps pour réfléchir sur eux-mêmes, mais aussi sur leur communauté, parce qu'on ne doit jamais attendre l'étranger ou le bon Dieu pour venir arranger les choses pour nous. C'est notre responsabilité de prendre les choses en main et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour y être capable. Exactement ça. Oui, Haïti capable, la jeunesse doit prendre les faits entre leurs mains et aller de l'avant. Encore merci. C'est un vrai plaisir. On aura, j'espère, une autre opportunité. Pour moi aussi, Xavier. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ce que nous avons exploré aujourd'hui dans Oui, Haïti capable, c'est un diagnostic très clair. Haïti possède des fondations réelles pour se transformer économiquement. Pas des rêves, des réalités. Il y a des entrepreneurs haïtiens qui créent, qui innovent, qui exportent. Il y a une diaspora dont les remises représentent 20% de PIB, une ressource qu'aucun autre pays caribéen ne possède à cette échelle. Il y a une jeunesse connectée, une classe moyenne qui émerge, une créativité numérique qui se développe. La question n'est pas si Haïti a du potentiel. Le potentiel est là. Objectivement, la question est comment on l'utilise, comment on crée les conditions pour que ces forces existantes deviennent un moteur de croissance durable. C'est une conversation que le secteur privé doit avoir, que les institutions publiques doivent avoir, que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, entrepreneur, éducateur, doit avoir. Parce que dans une économie mondiale qui change rapidement, Haïti n'a pas le luxe de rester spectateur. Mais elle n'a non plus pas besoin de réinventer la roue. Elle a besoin de stratégie, de cohérence, de leadership qui reconnaît les atouts et les mobilise intelligemment. C'est ça, oui, Haïti capable. Pas une promesse magique, une reconnaissance lucide. Haïti peut. Pas demain, maintenant, si nous choisissons de le faire. À tous ceux qui nous suivent sur Oui, Haïti capable, merci d'être présents pour cette conversation. Parce que c'est en parlant, en réfléchissant, en s'informant qu'on crée le changement. Rejoignez-nous à la prochaine émission où nous continuerons cette exploration de l'économie haïtienne, de ses possibilités et des actions concrètes qui transforment déjà Haïti.
C'était We IT Capable parce que transformer une économie, c'est d'abord transformer la conversation. À bientôt et merci.